Alors, ce matin, on va enregistrer un nouvel épisode. Cette fois-ci, on va pas chez quelqu'un, on va dans un ministère. Et oui! Quand on va à la rencontre d'une personnalité politique, il y a toujours un mélange d'excitation et de méfiance. Excitation parce qu'on va parler à quelqu'un qui détient une part du pouvoir, dont les mots et les décisions peuvent changer des choses. Méfiance parce que la parole politique est toujours à prendre un peu avec des pincettes. Aurore Bergé est ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. C'est elle qui a demandé à nous rencontrer. Un rapport sur la ménopause, rédigé par la députée Stéphanie Rist, très engagée sur le sujet, vient tout juste d'être publié. Et Aurore Bergé veut en parler à notre micro. Alors bien sûr, je ne suis pas là pour faire de la complaisance, mais si la parole politique s'empare enfin de ce sujet invisible, il faut l'entendre. Et après, chacun se fera son avis. Moi, la première. Alors, 55, mais c'est là. Regarde, victimes ou témoins de violences faites aux femmes, des solutions existent en cas d'urgence par téléphone le 17. Allez. Ok, allez, on traverse. Bonjour madame, nous avons rendez-vous avec Aurore Bergé. C'est madame Oliski. C'est ça c'est moi. Évidemment, j'ai oublié ma carte. Bonjour. Elle est prévenue qu'on a le micro ouvert. Elle est prévenue. Alors là, elle termine un rendez-vous dans son bureau, donc on va s'installer dans une salle qui est juste à côté. Comme ça, vous pouvez vous poser, vous installer comme vous voulez, et puis elle arrivera après. Ok. C'est parti, direction l'immense salle de réunion typique des ministères français, plafond à 4 mètres et l'écho qui va avec. Et oh! Parquet du 18e et un plancher très expressif. On a combien de temps? Là, on avait dit 3 quarts d'heure, je crois. Ouais. Ça ira. Bonjour. Bonjour. On est ravis qu'on ait réussi parce que ça a été un peu chaotique. Ouais. Il y a eu quelques petits soubresauts politiques ces derniers mois. Voilà. Mais là, ça va. Enfin. Ouais, c'est hyper calme, hyper stable. À mon avis, on est là, mais sans doute continuer pour les 15 prochaines années. Ouais, ça va, c'est clair. Comment vous allez? Écoute, à part que ma fille m'a pas laissé dormir cette nuit, sinon ça va. Elle a quel âge votre fille? Elle a 2 ans et demi. Ah Mais bah tu ne oui. fais pas ça. Mais là, comme on n'était pas là pendant 3-4 jours, je pense qu'elle avait envie de se rappeler à nous. Ouais, c'est ça. Bien sûr. On est là. Sinon, ça va très bien. Bon, bah super. On peut y aller? Quand vous voulez. Toujours prête. Alors on va le dire tout de suite, je me permets, Aurore, c'est vous qui êtes à l'initiative de cette rencontre. Pourquoi vous teniez absolument à intervenir dans ce podcast ? Déjà parce que c'est un podcast que j'écoute et que je suis. Ensuite parce que moi j'aime beaucoup l'idée du podcast, c'est-à-dire la culture de l'écoute, qui est quand même assez rare aujourd'hui, qui est une culture quand même beaucoup plus de l'immédiateté, où au final on ne garde que 15 secondes, 20 secondes. Avoir du temps long, c'est très rare. Surtout en politique. Au final, une interview politique, on dit qu'elle est longue quand on a 7-8 minutes. C'est vrai, matinale, c'est 15 minutes, éventuellement grand max. Donc finalement, votre temps à vous, pour vous exprimer, pour essayer d'expliquer ce que vous faites, c'est 7-8 minutes. Donc ce temps, il s'est quand même vraiment accéléré. Et je pense qu'on écoute différemment ce médium, en fait, du podcast. Je pense que ça triche peut-être un peu moins, puis il y a moins la question de l'image, etc. Donc en tout cas, il y a à la fois l'intérêt que j'avais pour le podcast que vous faites, mais aussi pour ce média en général, qui, à mon avis, offre un cadre un petit peu différent sur une forme de conversation et une manière avec laquelle peut-être on peut espérer expliquer un peu mieux ce qu'on fait. Alors enfin, on parle de ménopause officiellement dans un ministère. C'est déjà une petite victoire. Pouvez-vous nous dire pourquoi, à votre avis, ce sujet a été aussi longtemps absent des politiques de santé ? Parce que la santé, la manière avec laquelle nos politiques de santé se sont construites, déjà, elles se sont construites autour du corps des hommes.
Ça, c'est très clair. Et les médecins le disent eux-mêmes. C'est-à-dire que le corps référent, c'était le corps des hommes. Donc forcément, la question de la ménopause n'existait pas. Ensuite, moi, j'en suis assez persuadée parce que pendant très longtemps, la vie politique, c'était aussi une vie politique qui avait été pensée par et pour des hommes. Et donc, étonnamment, sur la manière avec laquelle on travaillait sur la question des financements en matière de recherche, de remboursement en matière d'accès aux soins, eh bien, on voit que dans la nomenclature, par exemple, des actes médicaux, eh bien, les actes médicaux qui concernent les femmes sont moins valorisés, moins bien remboursés parfois aussi que ceux qui concernent les hommes. Et puis ensuite, la ménopause, ça a été un tabou aussi longtemps pour les femmes elles-mêmes. Et je pense qu'il y avait une forme de honte, de culpabilité. Enfin, moi, je pense qu'on le voit au travers de nos propres mères, encore plus nos grands-mères. C'était des sujets dont on ne parlait pas. On parlait éventuellement un peu des règles, parce que ça, elles n'avaient pas trop le choix que de nous transmettre cette réalité-là, mais elles-mêmes ne parlaient pas de ce à quoi plus tard elles étaient confrontées, et qui pourtant ont un impact majeur sur leur santé, sur leur bien-être, sur des risques aussi, sur des opportunités nouvelles aussi, sans doute. Il faut arriver à le présenter des deux manières. Donc je pense qu'il y a un peu cette combinaison-là, une représentation politique qui fait que finalement la santé des femmes n'était pas une priorité. On l'a vu pendant longtemps. Moi, je me souviens, ça fait pas si longtemps, par exemple, que dans les produits de première nécessité, il y a les tampons et les serviettes hygiéniques. C'est vrai. Ouais. Le rasoir a toujours été dans les produits de première nécessité. Ouais. Voilà. Donc, en fait, quand vous prenez des exemples comme ça marque. Et je pense que les gens comprennent. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, il fallait quand même qu'il y ait des femmes élues députées pour se dire, en fait, vous savez, ça, on n'a pas trop le choix. Donc, a priori, ça recrée, ça renforce des inégalités. La précarité menstruelle, on n'en parlait pas. Enfin, les règles, on n'en parlait pas. Les représentations qu'on en avait, les publicités qui existaient. Je pense que chaque jeune fille a réalisé les premiers jours de ses règles. A priori, c'était pas un petit filet bleu presque transparent, etc. Non, mais on en rit, mais en fait, tout ça, ça charrie quand même des représentations qui nous ont vraiment, je pense, emprisonnés pendant des années et qui ont fait que oui, c'était tabou. La société disait aux femmes, c'est tabou. Surtout, n'en parlez pas. Vous n'avez pas le droit d'en parler, vous n'avez pas le droit d'en parler à votre mec, vous n'avez pas le droit d'en parler à vos enfants, vous n'avez pas le droit d'en parler même entre vous. Et puis surtout, vous n'en parlez pas dans le monde professionnel. Parce que alors là, c'est la fin, quoi. Il y a quelques mois, une mission parlementaire a été demandée, un rapport a été remis. Qui en a fait la demande? Comment le sujet de la ménopause a été enfin pris en considération dans la sphère politique? En gros, comment le sujet est enfin venu sur le tapis, si je peux me permettre? Alors, c'est Stéphanie Rist, qui est députée, qui est aussi médecin, qui a souhaité travailler sur cette question-là, et dans une mission qui a été confiée directement aussi par le président de la République. Ce qui est assez rare, des missions sur lesquelles le président de la République se dit que voilà, c'est des sujets qui sont des sujets de société, qui justifient que ce soit pas juste auprès d'un ministre que les choses soient faites. Donc c'est vraiment le président qui a initié ça en lien avec Stéphanie Rist, qui est députée depuis 2017 et qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Et un rapport, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà beaucoup d'auditions, ce qui est très important, des professionnels de santé, évidemment, des scientifiques, pour comprendre aussi le phénomène, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on méconnaît dans ce qui caractérise en fait ce moment de vie, la ménopause, et puis les conséquences que ça peut avoir. Et puis ce qui était, je trouve, très intéressant surtout, c'est que ça s'arrêtait pas aux enjeux médicaux, mais aussi vraiment aux conséquences sociales, sociétales, professionnelles que ça peut emporter, et qui sont complètement sous-estimées. Or, aujourd'hui, on le sait. On sait qu'une femme qui bascule, parce que c'est un moment de bascule en fait, sauf que si cette bascule, elle n'a pas été anticipée, elle n'a pas été préparée d'un point de vue médical, d'un point de vue psychologique, elle n'a pas été accompagnée, elle a des répercussions qui sont puissantes, notamment dans le monde professionnel, avec des femmes qui aujourd'hui renoncent parfois à un emploi, privilégient du temps partiel, bien sûr. Surtout parce qu'elles n'osent pas dire. Elles n'osent pas dire à un moment que oui, il y a peut-être un morceau de vie où il y aura une nécessité d'un aménagement, d'un accompagnement, et que ça n'a rien de honteux, que c'est normal et que ça, de toute façon, arrivera à toutes les femmes, et qu'il vaut mieux l'anticiper et l'assumer. Et en général, les entreprises d'ailleurs qui commencent à faire ce travail, elles en voient des bienfaits. Non pas juste en termes de principe, mais aussi parce que derrière, ça a des conséquences positives en matière de performance, parce que quand vous vous sentez accueilli, respecté dans votre entreprise, étonnamment, vous êtes plus impliqué, vous êtes plus engagé, vous avez envie d'y rester. Et donc, ça permet aussi d'augmenter la performance d'une boîte.
Et c'est un moment de vie qui peut être heureusement heureux, mais c'est quand même quelque chose à appréhender. Mais si vous n'êtes pas accompagné pour l'appréhender, comme dans plein de moments de vie qui sont des moments, encore une fois, où il y a un avant-après, l'après peut être très compliqué. Difficile. Ouais. Ce rapport parlementaire a été porté et écrit par la députée justement Stéphanie Ries, vous venez d'en parler. Il a été remis le 9 avril dernier. Il est venu jeter un éclairage important sur l'insuffisance de la prise en compte de la ménopause dans les politiques de santé. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes et sont forts. 17,2 millions de femmes en ménopause ou périménopause. Cela représente la moitié des femmes françaises et le quart de la population. 87% des femmes ont des symptômes. J'en fais partie d'ailleurs, je vous le dis. 50% des femmes impactées par leur ménopause dans le cadre de leur travail. Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les femmes. 40% des femmes de plus de 50 ans sont victimes de fractures liées à l'ostéoporose due à la ménopause, etc. Qu'est-ce que ce rapport vous a inspiré à titre personnel et ensuite à titre politique? Mais à titre personnel, Aurore. Je parle à la Aurore, s'il vous plaît, pas à la ministre. À titre personnel, je me suis dit que, par exemple, moi, en tant que fille, c'est-à-dire que, comme toutes les filles, ma maman, évidemment, a traversé cette période-là, et que je comprends mieux aujourd'hui des moments qu'elle a eus. D'ailleurs, j'en ai parlé. C'est-à-dire que, encore une fois, c'était un sujet tabou. Ma mère m'a jamais dit, ma chérie, écoute, je suis ménopausée aujourd'hui, ça a des conséquences, parce qu'en fait, ça se disait pas, ça se partageait pas, en fait. Et évidemment que ça a eu des conséquences sur elle, d'un point de vue de santé mentale, d'un point de vue psychologique, et ça n'a rien de honteux, en fait. La santé mentale, c'est sa santé, point barre. Et là-dessus aussi, il faut qu'on arrive à changer les représentation. Prendre soin de sa santé mentale, c'est prendre soin de sa santé. Et ça, c'est pas être marqué au fer rouge, parce qu'on a besoin, justement, d'être soutenu et d'être accompagné. Donc, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'en fait, ça m'a aussi ouvert les yeux sur moi, peut-être, le regard que j'avais eu à ce moment-là, où j'ai pas compris ce qui se passait pour elle. Et qu'en fait, c'était une étape de sa vie, mais sauf que c'est une étape où, en fait, elle l'a vécue toute seule. Alors qu'on était là. Mais vous avez quel âge? Moi, j'ai 38 ans. Vous avez 38 ans? Vous avez des frères, des sœurs? Non, moi, je suis unique. D'accord. Donc, en fait, quand vous dites on était là, c'était vous et votre papa? Ouais, et mon papa. Mais parce que, encore une fois, c'est des sujets qui se partageaient pas. On parle pas de ces sujets-là à table. Enfin, et pourtant, nous, on était une famille vraiment très, très ouverte. Là-dessus, il y avait pas de. Normalement, ça aurait pas dû être un tabou en plus. Mais je pense que pour ma mère, ça l'a été parce qu'une génération, en fait, ça se dit pas. Ça se dit pas, donc on le vit seul. Et en le vivant seul, on en souffre, en fait. Et voilà. Et je pense que ça a été une souffrance pour elle de pas être, de pas se sentir soutenue, accompagnée, mais juste parce qu'en fait, nous, on n'avait pas les codes, en fait, on n'avait pas les armes. Moi, je savais pas ce qu'elle vivait, je comprenais pas ce qu'elle vivait. Mon père, pareil. Et donc, du coup, on n'a pas dû ou réussi ou pu être là, en fait, à un moment où on aurait pu avoir un rôle majeur à jouer. Donc je pense que c'est ça aussi, ce rapport. C'est de dire qu'à un moment, dans ces moments, encore une fois, qui sont nouveaux à appréhender, on a besoin d'avoir des alliés. Au moment où on le souhaite d'ailleurs, mais on a besoin d'avoir des alliés. Et puis d'un point de vue politique, c'est un gâchis assez phénoménal en fait, parce que c'est un gâchis humain, c'est un gâchis social, c'est un gâchis de compétences, de femmes qui se mettent en retrait de la société. Et puis ça dit quand même beaucoup sur les représentations qu'on a des femmes, c'est-à-dire qu'à la fin, à partir du moment où vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, en fait vous n'existez plus dans la société. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que moi, je me bats beaucoup sur la question de la liberté des femmes. La liberté des femmes, c'est la liberté d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir et de ne jamais être jugé pour ça. Les gens ne mesurent pas d'ailleurs à quel point la question de au fait, tu as des enfants, à quel point c'est une question hyper intrusive. Les gens ne pensent pas à mal d'ailleurs quand ils posent ce genre de questions. Mais en fait, c'est très intrusif parce que quand la personne répond non, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce non. Ça peut être une femme qui n'a jamais voulu avoir d'enfant. Et ça se respecte parce que c'est sa liberté, ou une femme qui désespérément cherche à en avoir et n'a pas réussi. Et donc, on mesure pas ce caractère intrusif d'une question qui paraît banale en fait dans la société, parce que c'est quand même quasiment la première question qu'on pose. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as des enfants? C'est en général, quand on connaît pas quelqu'un, c'est pas où t'habites, d'où tu viens, qu'est-ce que t'aimes faire. Non, c'est qu'est-ce que tu fais comme job et est-ce que tu as des enfants? Ah bon, t'en as pas? Et pourquoi? Enfin, donc tout de suite, il y a ça quand même dans la société. Donc il faut se battre sur cette question de la liberté des femmes d'avoir ou de pas avoir d'enfants. Et puis surtout, se dire qu'à un moment de notre vie, elle se limite pas à ça. Elle se limite pas à la maternité. Que ce soit le fait d'être mère ou non, ou le fait de plus pouvoir l'être. Puisque la ménopause, c'est aussi ça. C'est le moment
pour le coup, un peu de bascule là-dessus. C'est-à-dire qu'à la fin, après, c'est plus possible. Mais je pense que pendant longtemps, il y a eu aussi ça dans la société. Donc, à la fin, une femme qui est plus en capacité de procréer, en fait, elle perd de son intérêt dans la société. Et ça, c'est quand même assez terrible comme message qui est envoyé. Dans ce rapport parlementaire, il y a 25 recommandations à adopter, proposées au gouvernement. Ce rapport est consultable par tous. Mais pouvez-vous nous en faire une petite synthèse ? Quelles sont les recommandations phares, par exemple ? Alors, il y a des recommandations en matière de santé, évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a d'un côté le fait qu'on résume souvent les femmes à leur santé sexuelle ou reproductive, comme si le corps des femmes se résumait à ça, et il y a un sous-diagnostic d'un certain nombre de pathologies. Ce que vous avez rappelé, la première cause de mortalité des femmes dans notre pays, c'est les maladies cardiovasculaires. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on est sous-diagnostiqué, parce qu'on s'est longtemps dit que ces maladies-là, c'était pas des maladies de femmes. Donc, le sous-diagnostic, malheureusement, il entraîne le fait qu'il y a un taux de morbidité qui est supérieur à ce qu'il devrait être. Donc, le rapport, déjà, il dit ça. Comment on évite l'errance en termes de diagnostic ? Parce qu'aujourd'hui, on forme mieux. C'est un peu ce qu'on a fait, par exemple, sur la question de l'endométriose. Donc, déjà, c'est éviter l'errance du diagnostic parce qu'on va former les professionnels de santé pour que ces questions-là soient de manière systématique appréhendées et appréhendées beaucoup plus tôt. On n'attend pas que le moment arrive pour se dire qu'il faudra peut-être changer des choses dans la manière avec laquelle on va devoir travailler, dans notre alimentation, sur la question générale de notre santé physique et notre santé mentale. Donc ça, éviter l'errance, avec les meilleurs enjeux de formation. On méconnaît encore pas mal ce qu'est la ménopause, et donc il y a les conséquences qu'on connaît et sans doute celles qu'on ne connaît pas. Vous avez mentionné d'autres maladies d'arthrose, d'ostéoporose, etc. Je pense que beaucoup de gens l'ont découvert en lisant ce rapport, en disant en fait peut-être que ça vient de là. Donc il y a ça, il y a vraiment cet enjeu premier de la formation, de la détection, du repérage, de l'accompagnement pour éviter tout le sous-diagnostic en matière de santé. Donc ça, c'est le premier pan qui est pour moi absolument déterminant. Voici quelques-unes des recommandations du rapport RIST concernant la santé. Informer dès le collège sur les différentes phases de vie des hommes et des femmes. Engager dans la communication publique une vision moins anxiogène de la ménopause. Proposer au planning familial d'élargir ses compétences à l'âge de la ménopause. Intégrer les enjeux liés à la ménopause à la généralisation de la démarche handigynéco pour les femmes en situation de handicap. Et le deuxième pan, c'est vraiment tout ce qui concerne le monde du travail. Parce qu'aujourd'hui, on voit que, faute d'accompagnement, faute d'aménagement spécifique, on a un nombre colossal de femmes qui renoncent à l'emploi. Oui, parce c'est pas juste qu'elles se mettent à temps partiel. Elles se sentent moins fortes, moins bien dans leur peau. En fait, elles n'osent pas dire, elles n'osent pas verbaliser, ou elles ont peur que ce soit quelque part retenu contre elles. Et donc, résultat, elles sont plus en capacité parfois physique de faire face. Et donc, là aussi, il va falloir assumer des aménagements de poste. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait mal aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire qu'on anticipe mal les fins de carrière. Genre, on dit qu'on est senior à 40 ans, donc c'est bien, j'ai encore 2 ans devant moi avant de basculer dans courage, dans attention, c'est jamais. Mais ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Non, mais ça, il y a quand même un vrai sujet là-dessus. Mais du coup, on anticipe mal les fins de carrière, que ce soit sur la question de la pénibilité des emplois, où on sait qu'il y a un certain nombre de métiers, vous êtes plus en capacité tout simplement de le faire à 45, à 50, à 55, à 60 ans. Et donc, il faut que ça s'anticipe. C'est d'autant plus le cas quand vous êtes une femme, parce que vous pouvez avoir des conséquences sur votre santé, parce que vous avez des étapes de vie. Et donc, sur votre santé, il va peut-être falloir qu'à un moment, on vous change de poste. Mais ça, pareil, ça s'anticipe dans le monde du travail. Et donc, c'est ce qu'on veut faire aussi sur des rendez-vous de prévention. Et là, on allie les deux. C'est-à-dire, on allie à la fois la question médicale et la question adaptation au monde du travail par la question des rendez-vous de prévention qui seraient renforcés. En tout cas, c'est une des propositions. Et puis, il y a un enjeu d'information et de communication massive. Voici quelques-unes des recommandations du rapport RIST concernant le travail. Développer la prise de conscience des entreprises en chiffrant le coût économique de la ménopause. Intégrer pleinement la ménopause dans la politique RH et managériale des grandes entreprises. Créer et diffuser un guide ménopause sur le lieu de travail. Intégrer l'enjeu de la ménopause dans la visite médicale de mi-carrière à 45 ans. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes, aux personnes qui pourraient quand même dire encore un rapport, mais finalement dans la vie quotidienne, ça ne change pas ? Alors, je suis d'accord qu'il y a des rapports qui parfois ont servi à caler des portes, mais il y a des rapports qui ont été utiles.
et qui ont été utiles parce qu'en fait, c'est eux qui ont permis à un moment de justement, au contraire, de mettre le pied dans la porte, d'ouvrir les esprits par rapport à des sujets qui étaient sinon méconnus. Donc, oui, c'est encore un rapport, mais c'est le premier sur le sujet. C'est le premier sur le sujet. Donc on peut dire déjà bravo, génial. Je sais pas si c'est génial, mais je me dis, en fait, enfin, on n'invisibilise plus le sujet. C'est-à-dire que c'est pas totalement anodin. Et d'ailleurs, vous avez commencé par ça, se dire que dans des ministères, en fait, on a le droit de parler de la ménopause, que c'est pas un mot tabou, que c'est pas un gros mot, que c'est pas sale, que c'est juste notre vie, et qu'à un moment, toutes les femmes, de toute façon, seront concernées, et que toute la société est concernée par les conséquences que ça a sur nos mères, sur les compagnes, sur les femmes, et donc, à un moment, sur nos collègues, que c'est à la société aussi de s'adapter. C'est pas en permanence à celles qui vivent la contrainte de s'adapter. C'est à la société d'anticiper, d'accompagner et de soutenir. Et donc, oui, c'est encore un rapport, mais surtout, c'est le premier sur le sujet, d'une députée très engagée sur ces questions-là et qui connaissait aussi déjà la question parce que, non seulement députée, mais professionnelle de santé et médecin, et ça, je crois que c'était aussi très important, des centaines d'auditions qu'elle a réalisées, donc c'est pas un rapport qu'elle a écrit comme ça toute seule dans un bureau, c'est un vrai travail. Et puis aussi d'acteurs de terrain qu'elle a rencontrés, de scientifiques, de professionnels de santé, d'associations aussi qui se sont beaucoup engagés et souvent en se sentant un peu seuls, justement à essayer de bousculer les choses. Maintenant, notre responsabilité, c'est de garantir que les propositions qu'elle a faites, nous, on arrive à les retranscrire. Et donc là, justement, vous savez, chaque année, elle est rythmée par les discussions budgétaires, les discussions sur le budget de l'État d'un côté, et la discussion sur le budget de la sécurité sociale de l'autre. Et donc, c'est dans le budget de la sécurité sociale qu'on peut changer les choses. Des rendez-vous de prévention, une meilleure prise en charge, meilleur accompagnement. C'est maintenant que ça va commencer à se jouer. Alors, beaucoup de femmes racontent que leur médecin généraliste ou gynéco ne les prend pas au sérieux. Est-ce qu'on peut vraiment espérer un changement sans réforme de la formation médicale ? Il faut une réforme de la formation, elle est absolument déterminante. On n'y arrivera pas sans formation sur ces questions-là. Et oui, encore une fois, je pense que pendant trop longtemps, on a considéré que ces sujets-là n'étaient pas des sujets sérieux. Mais c'est comme la question des règles. Enfin, question des règles, combien de jeunes filles, de jeunes femmes ont entendu, une fois, oui, c'est normal d'avoir mal. Moi, je me souviens, mon premier rendez-vous gynécologique, je suis sortie effondrée, en larmes, et terrorisée, en fait, parce que je me racontais, mais j'étais avec ma maman qui m'a accompagnée, le médecin demande à ma mère de sortir, ma mère dit non, mais sors de question, moi, je laisse pas ma fille toute seule, c'est impressionnant, vous avez 13-14 ans, je vais avoir à peu près cet âge-là, vous vous retrouvez sur une table, s'écarte les pieds, moi, de facto, j'avais jamais vécu ça avant, et puis du coup elle va pour regarder, puis j'avais mal. Je dis ça me fait mal en fait. Et je me souviendrai toujours de sa réponse. Si ça vous fait mal, qu'est-ce que ça va être lors de votre premier rapport sexuel? Donc c'est hyper brutal. C'était un homme ou une femme? C'était une femme. Oui, ça malheureusement, vous savez, c'est pas bon. Ça suffit pas toujours. Mais ça, je m'en souviens. Vous voyez, j'avais 13-14 ans et 38 aujourd'hui, je m'en souviens très bien. Et ma mère aussi. Et en sortant, elle m'a dit, c'est simple, plus jamais on va la voir et on va retrouver quelqu'un de bien qui va t'accompagner. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, c'est aussi la question avec la manière avec laquelle on est formé. La manière avec laquelle on est formé d'un point de vue médical, de connaissance du corps, de connaissance des conséquences que ça peut emporter en matière de santé. Mais la manière avec laquelle on est formé aussi d'un point de vue psychologique, humain. Encore une fois, c'est pas la même chose de s'adresser à une jeune adolescente que de s'adresser à une femme de 40 ans, une femme qui a eu des enfants, une femme qui en a pas eu. Il y a une manière d'aborder un certain nombre de sujets qui est juste parfois du bon sens, il me semble, mais qui est aussi quand même une relation humaine qu'on instaure. On doit avoir confiance. Quand on va chez son médecin, on doit se sentir respecté. On doit se sentir en confiance. D'autant plus quand on va chez son gynéco, sa chasse-femme, parce qu'il y a quelque chose qui est encore plus intime, évidemment, qu'on va aborder. Parce qu'on parle de sa sexualité, parce qu'on parle parfois de douleur, de difficultés, d'angoisse, parfois aussi de choses qui sont extrêmement positives, de grossesse ou autre. Mais il faut qu'il y ait cette logique de confiance. Donc cet enjeu de formation, il est déterminant. S'il n'y a pas de bouger sur la formation, je crains que malheureusement, on n'arrive pas à avancer. Et de toute façon, c'est nécessaire parce que les professionnels de santé eux-mêmes disent qu'ils ont été insuffisamment formés justement sur cette question-là. Parce que ça a été à peine abordé dans leurs études, parce que finalement, ils disent que leur travail s'arrête à ce moment-là, alors que non, c'est un autre travail. C'est un autre travail à ce moment-là, mais qui est un travail absolument essentiel.
Alors maintenant, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous en êtes? Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, ce qui va se passer concrètement. Donc, en fait, comment ça se passe après un rapport? Donc, il y a le remise officielle d'un rapport député-ministre. Après, on expertise toutes les propositions. Est-ce que elles sont d'ordre législatif, c'est-à-dire il faut changer la loi? Est-ce que c'est réglementaire, c'est-à-dire qu'un ministre peut décider de changer directement? Est-ce que ça doit être fait tout de suite? Est-ce que ça doit être expérimenté, généralisé? Il y a tout ça en fait qu'on expertise. Combien ça va coûter aussi? Parce qu'il faut aussi mesurer l'impact. Nous, il y a l'enjeu majeur vraiment de la question de la formation. D'ailleurs, vous l'avez dit aussi spontanément, c'est-à-dire que si on bouge pas à cette première case-là, en fait, on n'arrivera pas en bout de chaîne à changer les représentations, les mentalités et à lutter contre l'errance en matière médicale. Il y a la question des rendez-vous de prévention qui sont proposés. Et donc là, maintenant, comme on commence justement nos discussions, ce que je vous disais sur le budget de la sécurité sociale, c'est dans le cadre de la discussion au Parlement sur cette question-là qu'on va pouvoir renforcer nos politiques publiques sur la question justement de la ménopause. Que ce soit... Alors, la formation, ça c'est pas dans la loi qu'on le change, c'est plus directement, c'est les ministres en charge de la santé qui vont pouvoir le faire, mais sur la question des rendez-vous de prévention notamment, de la meilleure prise en charge, du meilleur accompagnement, ça c'est la loi, et les discussions budgétaires, on les a commencées assez tôt parce que on a un contexte politique un petit peu particulier. Donc elles ont commencé là avec les groupes, les parlementaires, les groupes politiques qui sont à l'Assemblée et au Sénat, et la discussion officielle va démarrer à l'Assemblée et au Sénat cet automne. Donc normalement, si on fait ce qu'il faut, et on doit faire ce qu'il faut, ça veut dire qu'à l'automne, la loi va changer et les moyens consacrés aussi à cette question-là vont pouvoir être augmentés. Alors, dis-donc, ça serait génial. En tout cas, parce qu'en automne, c'est quasiment demain. Stéphanie et moi, en général, quand on est convaincus, on essaie d'aller au bout de nos idées. Et alors, sur ce sujet, c'est quoi votre marge d'action? La marge d'action, c'est que l'intérêt du rapport, c'est justement qu'il nous pousse, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vu un rapport, et en plus, tant mieux, on en a parlé de ce rapport. Parce qu'il y a des rapports, il y en a plein, et on n'en parle pas tout le temps. Celui-là, on en a parlé parce que je pense qu'il concerne les gens. Il concerne les femmes, mais il concerne la société. Donc, du coup, le rapport, l'avantage, c'est que il bouscule et il nous pousse à agir. Et donc, maintenant, nous, nos marges de manœuvre, c'est à nous, en fait, ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, en fait, d'aller chercher des arbitrages, comme on dit. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je suis convaincue d'un sujet, il faut que j'arrive à convaincre les autres, il faut que j'arrive à convaincre le Premier ministre, il faut que j'arrive à convaincre le Parlement aussi, qui à la fin vote. Donc ça, c'est un travail de conviction qu'on fait. Mais l'avantage, c'est que sur ce sujet, je pense qu'on a des alliés. Des alliés parce que plus personne ne peut ignorer que pendant longtemps, justement, on l'a ignoré. Et que c'est un problème. Et que c'est un gâchis, que c'est un problème, encore une fois, humain, social, sociétal, économique, professionnel. Et donc là, maintenant, c'est à nous, maintenant, de mettre en œuvre. En France, le traitement hormonal de la ménopause est encore très peu prescrit. Il est même parfois diabolisé, très souvent d'ailleurs. Est-ce qu'on n'a pas un vrai sujet aussi de désinformation, voire de peur collective ? Alors moi, je suis pas scientifique, donc c'est pas à moi de me prononcer sur tel ou tel traitement. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que déjà, on a de multiples sources d'information et surtout des sources massives de désinformation. Je le vois par exemple sur la question de la contraception. Aujourd'hui, on a un mouvement massif dans notre pays de recul d'accès à la contraception. Nous, on a été élevés dans des générations où nos mères nous ont transmis ça. Ils nous ont transmis ça. On allait chez le gynécologue, c'était normal d'y aller, et on se faisait tôt prescrire la pilule. Voilà, parce que c'était une génération, en tout cas moi, celle de ma maman, qui avait vécu 68, qui avait vécu cette forme de libération. Donc on préparait aussi les jeunes filles, les jeunes femmes à se dire que oui, elles allaient avoir une sexualité et que dans le cadre de cette sexualité, il valait mieux qu'elles soient protégées. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une désinformation massive sur la question de la contraception, sur des prétendues causes environnementales, etc. Plein d'arguments différents qui sont jamais d'ailleurs donnés par des gens scientifiques, qui n'ont pas la crédibilité pour ça, la légitimité pour ça. Et donc, TikTok, c'est une arme massive de désinformation. Voilà. Et donc, si votre premier rapport avec la sexualité ou avec l'information sur votre santé sexuelle, c'est sur TikTok, malheureusement, en fait, c'est un problème. C'est un problème. Donc, vous voyez, sur la question, encore une fois, des traitements, il y a aujourd'hui des campagnes massives de désinformation et qui touchent toutes les catégories, tous les milieux sociaux, tous les âges, qui vont des femmes plus mûres, quand on parle de la question de la ménopause, à des jeunes filles et jeunes femmes
qui du coup en viennent à avoir peur, à douter, parce que malheureusement les sources aujourd'hui vers lesquelles on va pour soi-disant s'informer sont pas toujours celles qui divulguent une information. Et là, quand une fois on parle de traitement hormonal, on parle de science. On parle pas d'une croyance, bien sûr. On parle de science. Et ça, le rapport à la science et à la vérité scientifique, malheureusement, on voit bien qu'il s'éloigne un peu. Je voulais vous dire que j'ai été très surprise et j'étais contente que vous ayez pris cette décision. C'était j'ai oublié son nom, mais sur le mec sur TikTok extrêmement vulgaire. Mais j'ai vu ce que vous avez fait, je me suis dit, ça c'est bien. Ouais, mais ça c'est bien parce qu'en fait, la personne que vous évoquez, donc Adé Laurent, en tout cas c'est le nom qu'il a sur les réseaux sociaux, c'était 1,8 million de personnes qui le suivaient sur TikTok. 1,8 million de personnes. Donc, c'est-à-dire quand on a ce niveau d'influence, on a normalement aussi une très grande responsabilité sur les contenus qu'on diffuse. Parce que ça veut dire qu'on a des gamins, des gamines, des enfants, des adolescents très jeunes qui, dans leur construction, en fait, voient tous les jours, parce que c'est tous les jours, des stories, des dizaines, des centaines de stories, de messages, etc. Et quand la vision qui est diffusée, c'est une vision de la sexualité qui est que de la domination, qui est une vision violente, avec des lives aussi qu'ils faisaient, avec des jeunes filles ou des jeunes femmes dont on ne connaît pas l'âge, qui sont souvent masquées, et dont on se pose la question de savoir est-ce qu'elles sont majeures, est-ce qu'elles sont mineures, est-ce qu'elles sont consentantes, est-ce qu'elles ne sont pas, dans quel cadre interviennent-elles. C'est pas parce qu'elles disent face caméra je suis contente d'être là qu'elles sont vraiment forcément. Bien sûr. Donc moi, à un moment, j'ai interpellé TikTok en disant voilà, on a, pour moi, un compte qui est très problématique dans les messages qu'il diffuse et dans les lives, parce qu'en plus, le live, là, vous avez aucune capacité quasiment de contrôle, quand même. Et TikTok a réagi. Ce qui est très rare. En fait, je crois que c'est la première fois qu'ils le font. Et moi, j'en revenais pas. Et en 24 heures, ils ont accepté et ils l'ont banni. Et moi, ce qui m'a le plus interpellée, et positivement, parce qu'au moment où on écrit à TikTok et on dit on va le rendre public, j'ai en équipe, je pense qu'on va se prendre des attaques massives de milliers de messages privés, de comptes masculinistes, et ça ne s'est pas produit. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup de médias, qui sont des médias type Hugo Décrypte, Brut ou autres, qui sont suivis justement par les plus jeunes, ont réagi très positivement. Et j'étais assaillie de messages dans l'autre sens. Des messages qui me disaient « Enfin, il faut que ces comptes s'arrêtent, il faut que ce soit supprimé. » Donc, on va continuer. L'idée, c'est pas d'être une mère la morale. Moi, c'est pas mon sujet. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse propager des valeurs qui me paraissent essentielles, d'égalité et de respect. Dire qu'une femme est une pute, c'est illégal. Au-delà du fait que non, c'est pas OK d'un point de vue moral. En plus, c'est illégal. Ça s'appelle une insulte. Et encore une fois, on voit ces comptes-là proliférer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en plus, ils se sentent autorisés à le faire parce que les plateformes ont changé. Ils ont changé leur discours depuis l'élection de Trump. Et ils se disent qu'ils ont le droit de le dire, que c'est bien vu de le dire. Et donc ça, c'est aussi extrêmement problématique. Donc oui, il y a eu ce premier compte. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Pas dans une logique de censure par rapport à certaines conneries que j'ai entendues, mais juste dans une logique de protection aussi des enfants, des adolescents, parce que on peut être la famille la plus formidable du monde où on diffuse les meilleures valeurs, on peut être l'école la plus exceptionnelle du monde où on diffuse les meilleures valeurs. Si à la fin les gamins ils sont 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour sur TikTok, outre le fait que ça les déstructure bien et que en termes de développement c'est pas la meilleure des idées, ils sont confrontés à des images, à des discours sur lesquels ils n'ont pas de recul, mais qui ont un impact sur eux. Merci. Alors, je vois que le temps file et on n'a pas beaucoup de temps avec vous, mais mais c'est vrai que je voulais vous remercier parce que je suis pas toujours d'accord avec vous, mais là, vraiment, je me suis dit, bravo. C'est vrai que moi aussi, je regardais ce compte et je me disais, mais c'est pas possible qu'il prolifère et qu'il continue. Donc, je voulais juste vous le dire. Alors, dans ce podcast, on a toujours une dernière question. On demande toujours à nos invités ce qu'elles aimeraient bien dire, si elles ont un message à faire passer. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux femmes ou aux hommes qui vont vous écouter? Si j'avais un message à faire passer, moi, le plus difficile dans ce ministère, c'est parfois l'indifférence. Et si l'indifférence gagne, malheureusement, on n'arrivera pas à faire progresser la société. On n'arrivera pas à avoir vraiment une culture de l'égalité. On n'arrivera pas à éradiquer la question des violences. On n'arrivera pas à se sortir d'un cycle où, malheureusement, on voit un antisémitisme qui est en recrudescence phénoménale et un racisme qui n'en a toujours pas fini. Donc, c'est vraiment ça, moi, que j'aimerais passer comme message, en espérant qu'il soit peut-être un peu entendu. Mais il faut aussi sortir de quelque chose, moi, je mesure ici, qui est parfois, on a été un peu naïf. Notamment sur la question de l'égalité. Je pense qu'on s'est dit, dans notre génération, à l'échelle de notre génération, il n'y aura plus besoin, en fait. Il n'y aura plus besoin de se battre, il n'y aura plus besoin de combattre. Ça va aller de soi.
C'est bon, on aura fait une bascule générationnelle et la bascule générationnelle, elle aura suffi. C'est pas vrai. Et on voit qu'il y a un mouvement de reflux chez les plus jeunes générations. Voilà, qu'on disait ces discours masculinistes, virilistes, c'est pas les plus de 60 ans qui les tiennent sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai. Donc, de la même manière qu'il y avait des alliés avant plus âgés, et tant mieux. Moi, j'étais élevée par un papa féministe, donc je vois très bien qu'heureusement, on a pu avoir des alliés. Il faut sortir un peu parfois de cette naïveté qui nous a poussé à penser que ça allait aller de soi. Ça va jamais de soi, l'égalité. Et ça suppose que, en fait, on assume que c'est un combat, qu'on doit en permanence le mener. Alors, c'est parfois un peu décourageant ou frustrant, mais tant pis, en fait, il faut continuer. Et que le jour où vous arrêtez, vous reculez déjà, en fait. Parce que en permanence, ceux qui veulent faire reculer ça, eux, justement, ils trouvent toutes les petites interstices pour pouvoir s'y glisser. Donc, lutter contre l'indifférence, ça me paraît essentiel, et assumer qu'à un moment, en fait, c'est des combats que peut-être on n'arrêtera jamais. Donc, ça veut dire qu'il faut cette vigilance permanente, et il faut les porter, les reporter et les mener en permanence. Je vous jure qu'après c'est fini. Est-ce que depuis ce rapport sur la ménopause, votre regard a changé sur les femmes, justement? Oui, parce que je pense aussi qu'on vit, ou qu'on dit dans le débat public que la ménopause, c'est la fin. C'est pas la fin, c'est le début d'autre chose. Non, regardez-moi. Une très belle preuve. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça. Et pourquoi c'est aussi tabou? Pourquoi ça a été autant tabou? Et ça l'est encore. Parce qu'on vous dit c'est la fin. Non, en fait, c'est pas la fin. C'est autre chose. C'est un autre moment de vie. Mais pour que ce moment de vie, il soit bien vécu, encore faut-il qu'il soit bien préparé et bien accompagné et bien soutenu. Donc, vous allez bien vous préparer? Moi, maintenant, j'ai toutes les armes pour me préparer. Ça, c'est une certitude. Mais aussi pour être plus attentive, encore une fois, et être moi-même une alliée pour les autres. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai dépassé beaucoup le temps, je sais. Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Pardon, je sais que j'ai un peu... En général, quand on dit sa dernière question, c'est jamais vrai. C'est quand même un politique, quand il dit je vais faire court, il fait jamais court. Vous savez. C'est une intro qui est bidon. Mais merci. Merci. Ça serait bien qu'on se donne un rendez-vous en vrai dans quelques mois. L'objectif, c'est quand même voir, qu'on fasse avancer tout ça. On le mesure derrière, parce que on ne fait pas un énième rapport. Mais... Non, oui. Après, je pense que déjà l'impact en termes de communication et d'information, ça déjà c'est utile. Ça, c'est une certitude. Je pense que ça aide quand même à changer les représentations et que les femmes se sentent quand même moins seules et mieux préparées, en effet. Mais après, nous, en termes de politique publique, on a quand même des choses qu'il va falloir un peu bouger. Un peu, oui, ça je... Maintenant, c'est à nous de faire. Ça, c'est notre job. Merci beaucoup. Dans la parole politique, il est parfois difficile de distinguer le discours, l'intention sincère et la réelle marge d'action. Mais il faut reconnaître à Aurore Berger le courage de ses convictions et la détermination de faire de la ménopause et de la santé féminine en général un vrai combat politique. J'espère qu'elle saura donner au rapport Rist la résonance qu'il mérite et que cette parole marquera un tournant enfin dans la façon dont la ménopause est prise en compte en France. Ce n'est pas juste une affaire de femmes, parce que ces femmes sont vos mères, vos sœurs, vos cousines, vos amies, et qu'elles représentent la moitié de l'humanité. C'est une affaire de société, une question de santé publique, de justice, de reconnaissance. Et j'espère de tout cœur que cette porte qui s'ouvre enfin aujourd'hui ne se refermera jamais. Merci à Sophie Drumin qui a écrit, monté et réalisé cet épisode. Merci à Célia Brondeau qui l'a mixé. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!